Le cri rauque d'un vendeur ambulant décharné fendit l'air de l'après-midi. « Eh, toi, arrête tout de suite !» Pourtant, le garçon maigrelet s'élança, serrant contre lui une empanada chaude, ses pieds nus martelant le trottoir craquelé tandis qu'il fuyait au milieu des cris furieux du vendeur, des sacs abandonnés et des spectateurs effrayés. À l'ombre fraîche d'un arbre noueux, Matteo observait la scène avec un calme absolu. Il tenait dans ses mains le maigre déjeuner qu'il avait gardé, un morceau de mortadelle séchée enveloppé dans du papier journal taché. Ce n'était guère plus que des restes, mais c'était tout ce qu'il avait pour la journée. Alors que le garçon en fuite trébuchait sur une pierre et basculait en avant, l'empanada lui glissa des mains et atterrit, face contre terre, dans la poussière. Il resta là, tremblant, les genoux dans la terre, la poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. La sueur perlait sur son front, et une petite main pressait ses côtes, comme si chaque respiration était un effort au-dessus de ses forces. La poursuite du vendeur s'essouffla lorsqu'il reconnut le voleur comme un simple enfant en haillons, il se détourna donc, dégoûté, abandonnant la poursuite. Sans hésiter, Matteo déplia le papier gras autour de son sandwich et poussa l'empanada tomber. Il s'agenouilla, offrit son pain et dit simplement « Tiens ». Les yeux creux du garçon s'écarquillèrent d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est à toi, tu as déjà mangé. » Sa voix tremblait, un mélange de suspicion et de honte. La chemise du garçon, autrefois blanche, était maintenant maculée de crasse, et son coude écorché saignait en minces filets. Lentement, presque comme pour voler, il tendit la main et prit le pain qu'il lui offrait de ses deux mains tremblantes. « Pourquoi me donnes-tu ça » murmura-t-il. Matteo soutint son regard d'un air neutre, « Parce que tu avais l'air plus affamé que moi. » À ces mots, le garçon mordit dans le pain. La première bouchée le fit frissonner, la seconde, les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il mâchait en silence. Matteo le regarda manger chaque bouchée avec une douce patience. Quand le garçon eut avalé suffisamment pour parler, Matteo se pencha et demanda « Comment t'appelles-tu » Entre deux bouchées, le garçon répondit « Léo ». « Je m'appelle Matteo », fut-il répondu. Une brise faisait bruisser les emballages et les feuilles mortes sur le chemin. Un doux soleil orangé commençait à tacher la clôture rouillée du parc. La voix de Matteo était prudente, « Tu habites dans le coin. » Léo déglutit, baissant les yeux vers le sol. « En quelque sorte. Je ne suis là que pour quelques jours. » Ces mots sonnaient creux, comme s'ils cachaient quelque chose. Matteo sentit le malaise de Léo, la façon dont il scrutait le parc comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître à tout moment. « Tu fuis quelque chose ?» Les yeux de Léo se levèrent, écarquillés et effrayés. Il ne dit rien, mais son expression en disait long. « Je ne le dirai à personne », lui assura doucement Matteo. « Si tu as besoin de pain demain, je peux t'en apporter. » Léo serra le morceau restant comme un trésor. Il sembla sur le point de se confier à Matteo, puis déglutit difficilement et resta silencieux. Finalement, il demanda « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» Matteo haussa les épaules, se souvenant des paroles de sa mère « Aider les autres ne nous enlève rien, même si on en a parfois l'impression. » Léo hocha la tête, comme s'il saisissait quelque chose de nouveau, puis glissa le pain sous son bras et s'enfuit dans l'ombre avant que Matteo ne puisse l'appeler à nouveau. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante d'une ampoule nue, Matteo resta éveillé aux côtés de sa petite sœur endormie, Sophie. Son estomac se serrait de faim, mais il ne trouvait pas le repos, le visage effrayé de Léo le hantait. Dehors, le bourdonnement de la ville résonnait à travers les minces murs. Demain, Matteo décida qu'il retournerait au parc et chercherait à nouveau Léo. Pendant ce temps, dans une somptueuse demeure de l'autre côté de la ville, un chauffeur s'empressait de transmettre une mauvaise nouvelle par téléphone. « Je ne le trouve pas, seigneur de la tour. Il a disparu. » Dans le hall principal, une femme en tenue impeccable fixait 6 écrans de surveillance rutilants, la panique déformant ses traits. « Mon fils, comment a-t-il pu disparaître d'un parc public ?» Son mari, grand et sévère, échangea un regard tendu avec le majordome. « Nous avons alerté tous les commissariats, dit-il doucement. Si quelqu'un le repère, on saura qui il est. Et si personne ne le trouve, eh bien, Léo a toujours été têtu, eux-mêmes les enfants de 10 ans peuvent l'être. » Les mains de sa femme tremblaient en raccrochant le combiné. L'après-midi suivant, Matteo retourna à son arbre, son sac à dos usé et un petit morceau de pain en équilibre. Il scruta les buissons, les bancs, les balançoires cassés ou toutes les cachettes possibles et imaginables. Il demanda même à don Hugo, le vieux balayeur du parc, s'il avait vu un garçon en chemise blanche aux cheveux en bataille. « Toi seul, fiston »
ricana gentiment Hugo. Tu es là tous les jours pile. J'espère que quelqu'un t'attend. Matteo força un sourire et s'installa de nouveau sous l'arbre mort, déposant le pain à côté de lui comme une invitation tacite. Le soleil baissait, peignant des fissures dorées dans le béton. Mais Léo ne vint pas. Ce soir-là, Matteo griffonna dans son carnet et il y avait glissé une fine carte dorée gaufrée plus tôt en se demandant qui l'avait envoyée. Merci pour ce que vous avez fait. On se voit samedi. Ne ratez pas ça, famille Thor. Il n'avait aucune idée de qui pouvait être la famille Thor, mais ces mots suscitèrent autant d'excitation que d'effroi. Samedi matin, les couloirs de l'école publique numéro 48 résonnèrent du crissement des sacs à dos, du fracas des bureaux et des ordres à demi-voix des professeurs. Matteo errait dans le chaos, toujours aussi discret, les pensées rivées au mystère de l'invitation. Où avait-il déjà vu le nom de Thor? Il palpa le bord de la carte glissée parmi ses copies de sciences, certain que ce petit bout de papier annonçait un voyage qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sa mère ne l'avait pas vu ce matin-là, ni sa petite sœur, et il était étrangement soulagé. Il n'arrivait toujours pas à décider si c'était une chance ou un mauvais présage. Derrière lui, le professeur Hugo ruminait conquête et dynastie, quelques camarades étouffant des bâillements, appuyés contre leur bureau. Matteo se força à le suivre, mais ses pensées dérivèrent vers un banc de parc où un garçon désespéré mâchait une empanada sale Léo, dont le regard triste le hantait depuis la veille. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Une silhouette élégante entra, ses talons claquant sur le linoléum craquelé comme une ponctuation aiguë. Toutes les têtes se relevèrent. La femme grande, les cheveux noirs relevés en un chignon précis portait un blazer blanc impeccable et serrait une serviette en cuir. Sa voix, à la fois douce et impérieuse, tranchait sur le murmure de la classe. Matteo Sanchez est-il là? Les ragots fusèrent. Matteo, qu'as-tu fait? Murmura un étudiant. Tu crois qu'ils vont te mettre dehors? Fit remarquer quelqu'un d'autre, admirant la sophistication du nouveau venu. Mal à l'aise, Matteo leva la main. Le sourire de la femme était froid lorsqu'elle fit un geste. S'il te plaît, viens avec moi. Le professeur Hugo fronça les sourcils mais ne dit rien. Lorsque l'appel vint d'en haut, le silence était plus sûr. Entouré de regards, Matteo se tenait là, sentant la pièce se rétrécir derrière lui. Dans son quartier, presque personne ne portait de talons ni de serviettes en cuir, et encore moins ne faisait irruption dans une salle de classe d'école publique. Il suivit la femme dans le couloir, chaque pas faisant écho à son cœur battant. Il avait dû faire quelque chose de mal. On lui rendrait responsable de la disparition de Léo, pensa-t-il. Elle le fit entrer dans une salle d'orientation vide et ferma la porte avec un léger clic. Elle s'assit gracieusement en face de lui, les jambes croisées, ses ongles manucurés de rouge tapotant le dossier posé sur ses genoux. Matteo Sanchez, commença-t-elle en feuilletant des papiers. 11 ans. Mère célibataire. Une sœur cadette. Habite rue Alondra, au 2e étage. Bonne conduite. Assiduité. Note satisfaisante. Qui es-tu? La voix de Matteo tremblait. Elle referma le dossier. Je m'appelle Carla, dit-elle d'un ton professionnel. Je représente la famille Thor. Il déglutit. Cela concerne Léo, poursuivit-elle, laissant une chaleur sincère la dissiper. Beaucoup de choses, en fait. Tu parles du garçon du parc, s'aventura Matteo. Je viens de lui donner une miche de pain. Et c'est précisément ce qui nous intéresse, fit Carla en se penchant. La plupart des enfants n'aideraient pas un inconnu à moins d'être filmés ou d'être incités par un adulte. Tu as fait preuve d'altruisme, sans rien attendre en retour. Les épaules de Matteo s'affaissèrent. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'en auras pas, lui assura-t-elle en sortant une deuxième carte de son sac. Identique à la première. Ce samedi à 10 h, une voiture viendra te chercher au coin de ton immeuble. Sois ponctuel. Et si je refuse, lança-t-il, mais sa voix tremblait. Tu ne refuseras pas, répondit-elle doucement. Léo a demandé de tes nouvelles hier soir. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu fais déjà partie de quelque chose de bien plus grand. Sans un mot de plus, Carla sortit, la berline noire de son chauffeur garée au ralenti sur le trottoir. À l'intérieur, il entendit le conducteur murmurer, c'est lui. Exactement comme Léo l'a décrit, humble, réservé, tout à fait authentique. Que souhaite savoir M de la Thor? Il est invité maintenant. Ce n'est que le début.
La poussière tourbillonnait sous le soleil de l'après-midi tandis que la voiture s'éloignait. Matteo retourna en cour comme s'il était sorti boire un verre d'eau, mais le monde semblait irrémédiablement transformé. Ce soir-là, dans la faible lueur de l'ampoule solitaire de la cuisine, il examina une fois de plus le carton d'invitation. On se voit samedi. À ne pas manquer. Famille Thor. Il relut les mots encore et encore, sentant que l'échec n'était pas envisageable, mais il ignorait totalement ce qui l'attendait. Le samedi matin arriva dans un silence presque religieux. Matteo se réveilla avant le réveil, le cœur battant encore. Sa sœur Sofia était recroquevillée dans le lit voisin, un léger ronflement s'échappant sous son oreiller. Sa mère était déjà partie au marché, sur la table, un mot était posé, « Matteo, prends soin de Sofia. Il y a du riz au lait dans le réfrigérateur. N'ouvre pas la porte aux inconnus. Je t'aime. » Pourtant, il ouvrait la porte. Depuis des jours, cette pensée lui serrait la poitrine. Il fouilla dans sa garde-robe à la recherche du jean le moins usé, l'associa à un t-shirt bleu propre, humidifia ses cheveux pour un semblant de propreté et s'appliqua une petite touche d'eau de Cologne bon marché. Le carton d'invitation qu'il glissa dans sa poche lui fit l'effet d'un talisman. À 9h50, il arriva au coin de la rue. L'air sentait le béton humide et les gaz d'échappement, les murs autour de lui étaient couverts de graffitis et un chien errant fouillait dans un sac poubelle déchiré. Puis il apparut, une élégante berline noire, vitre noircie, jantes polies scintillant dans la lumière matinale. Il se figea. La portière arrière s'ouvrit comme sur invitation. Matteo Sanchez? La voix était basse, presque inaudible. Il hocha la tête. S'il vous plaît, montez. Il jeta un dernier coup d'œil en arrière à son immeuble, à la fenêtre de Sofia, à la vie qu'il quittait. À l'intérieur, l'habitacle sentait le cuir neuf et le luxe discret. Des écrans au dos des sièges brillaient. Une bouteille d'eau à l'étiquette dorée trônait, tentante, dans un porte-gobelet. Une autre femme lui faisait face, à travers des lunettes de soleil noir, les lèvres d'un rouge intense. « C'est un court trajet, dit-elle d'un ton neutre. Détends-toi. » Il resta silencieux, serrant l'invitation dans sa poche. La voiture s'engagea doucement sur la route principale. Au bout de quelques minutes, la femme sortit une enveloppe blanche immaculée portant uniquement son nom. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Ouvre-la quand tu seras seul » répondit-elle sans le regarder en face. Instruction du seigneur de la tour. Il glissa l'enveloppe à côté de la carte, trop curieux pour résister. Ils ne s'arrêtèrent pas devant un hôtel particulier, mais devant une tour moderne et discrète du centre-ville. Sa façade de verre reflétait le ciel. Ils descendirent dans un garage souterrain, traversèrent une rampe privée, puis montèrent dans un ascenseur isolé, sans bouton ou juste une ligne directe vers le 9e étage, surveillé par un service de sécurité silencieux. Lorsque les portes s'ouvrirent, il pénétra dans une salle d'attente au sol en marbre blanc, ornée d'œuvres d'art abstraites minimalistes et d'un immense écran défilant sur l'océan. Une réceptionniste le regarda à peine. « Attendez ici. On vous appellera. » Il s'installa dans un fauteuil en cuir blanc immaculé, tripotant ses mains jusqu'à ce qu'il aperçoive Léo de l'autre côté d'un couloir vitré. Le garçon se tenait à côté d'un homme imposant en costume sombre sur mesure, Esteban de la Torre, dont Matteo connaissait le visage grâce à tous les panneaux publicitaires et revues économiques. Léo se retourna et lui fit un timide signe de la main, Matteo le lui rendit maladroitement. Le regard perçant d'Esteban rencontra le sien pendant un battement de cœur froid, évaluateur, indéchiffrable puis le père et le fils se glissèrent à travers une porte et disparurent. La réceptionniste se leva. « C'est tout pour le moment, Matteo. On viendra vous chercher samedi prochain, comme convenu. » Sur le chemin du retour, le silence régnait. La berline le déposa au même coin de rue. Il entra à grands pas, croisant la voisine curieuse qui l'observait depuis son balcon. « Et la voiture » lança-t-elle. « Un projet scolaire » marmonna-t-il en montant l'escalier en courant. Une fois à l'intérieur, il verrouilla sa porte et s'effondra sur son lit. Touchant l'enveloppe, il l'ouvrit enfin. À l'intérieur se trouvait une seule page, « L'argent révèle qui vous êtes. Ne l'oubliez pas. » En dessous, d'une écriture enfantine et instable, « Merci encore. Je ne sais pas si je peux faire confiance à tout le monde ici, mais j'ai confiance en toi, Léo. » La tête lui tournait. Pourquoi cette invitation? Pourquoi cet étalage de richesse, pour le renvoyer chez lui? Et pourquoi Léo semblait-il emprisonné derrière ces murs de verre? Il n'avait pas de réponse mais pourtant, quelque part au loin,
Esteban de la Torre regardait déjà les images de la visite de Matteo, cherchant la preuve que le garçon était aussi sincère qu'il en avait l'air. Le samedi arriva dans un brouillard, comme si les jours entre mardi et aujourd'hui s'étaient raccourcis du jour au lendemain. Depuis que Matteo avait trouvé cette mystérieuse enveloppe ornée de ces mots « L'argent révèle qui vous êtes », il ne pensait plus qu'à ça. Cette phrase énigmatique était-elle destinée à le guider, à l'avertir ou à l'intimider? Il rejoua l'écriture hésitante de Léo « Je ne sais pas si je dois faire confiance à tout le monde ici, mais je dois te faire confiance », et se demanda en quoi il était censé placer sa foi. Faire confiance à quoi? Faire confiance à qui? Quel secret se cachait derrière les façades polies de la famille de Léo? Il s'habillait avec soin de ses plus beaux vêtements, un pantalon en gabardine anthracite, une chemise bleu ciel pâle au col rabattu impeccable et des chaussures qu'il avait polies à l'huile de friture ou une vieille astuce que sa mère lui avait apprise. Elle pensait qu'il se rendait chez un camarade de classe pour un devoir de groupe, et il lui avait raconté cette histoire pour la calmer. Il ne voulait pas de questions indiscrètes aujourd'hui. À 9h58, l'élégante berline noire s'engagea au coin de la rue, son moteur ronronnant doucement comme un chat satisfait. Le conducteur, sévère et silencieux, sortit et lui ouvrit la portière sans un mot. À l'intérieur, les sièges en cuir étaient inchangés, impeccables et frais au toucher et un silence empreint d'attente régnait dans l'habitacle. Cette fois, soigneusement posée à côté de son siège, une petite valise noire. Matteo haussa un sourcil. À quoi ça sert? La voix du chauffeur était basse et saccadée. Le maître de la tour insiste pour que vous le portiez aujourd'hui. Les doigts tremblants, Matteo ouvrit la valise. À l'intérieur se trouvait un nœud papillon bleu nuit et une pochette en soie assortie. Son pouce accéléra. Où allons-nous exactement? Demanda-t-il. À leur résidence principale, répondit-il. Il y a un déjeuner de famille. Vous devez être présent. Un nœud se forma dans l'estomac de Matteo. Un déjeuner de famille qui nécessitait un costume. Son incertitude ne fit que s'accentuer tandis qu'il roulait en silence pendant une demi-heure, se faufilant entre d'imposantes grilles de fer flanquées de gardes vigilants aux oreilles. À l'intérieur, des haies parfaitement sculptées et des fontaines bouillonnantes encadraient une longue allée. Au bout se dressait le manoir, un château moderne en pierre blanche étincelante, aux fenêtres teintées et aux colonnes imposantes qui se dressaient telles des sentinelles dans le ciel. Il se sentait comme un intrus s'aventurer en terre étrangère. Lorsque le chauffeur ouvrit sa portière, une femme en uniforme impeccablement coupé lui tendit la main. « Bienvenue, monsieur Matteo. » Il la serra d'une voix timide, « S'il vous plaît, appelez-moi simplement Matteo. » Son sourire était chaleureux, mais sans grand intérêt. « Aujourd'hui, monsieur, » corrigea-t-elle doucement, et elle le conduisit dans un couloir éclairé par des lustres en cristal, chaque pas résonnant sur le sol en marbre poli. D'un coin reculé, un quatuor à cordes emplit l'air d'une douce mélodie de violon. Au cœur d'un grand salon, une longue table prenait lentement vie, des orchidées d'un blanc immaculé, des couverts en argent qui scintillaient sous les lumières et des assiettes en porcelaine fine disposées avec précision. Là, de l'autre côté de la pièce, se tenait Léo, les cheveux noirs soigneusement peignés, un costume gris impeccablement coupé et un sourire hésitant. En apercevant Matteo, ses yeux s'illuminèrent et il se précipita vers lui. « Tu as réussi. » « Je pensais peut-être ne pas être à ma place », admit Matteo d'une voix mêlée de soulagement et d'appréhension. Les lèvres de Léo s'incurvèrent en un sourire secret. Cette invitation est rare. Certains la reçoivent, mais refusent de venir. Avant que Matteo puisse en dire plus, une voix à la fois sèche et impérieuse interrompit la musique. « Léo, nos invités arrivent. S'il te plaît, va voir ta mère. » Plus grand que la plupart, avec une posture qui ne souffrait aucune objection, le père Esteban de la Torre apparut. Son regard semblait transpercer Matteo, à la recherche de pensées cachées. « Matteo, oui. Oui, père. Merci de nous honorer de votre présence. J'espère que vous trouverez notre hospitalité satisfaisante, dit-il d'une voix glaciale. Puis il se détourna, englouti par un cortège d'intendants. Un à un, les invités impeccablement vêtus commencèrent à faire leur entrée, des oncles lointains aux boutons de manchettes polis, des conseillers parlant à voix basse et éloquente, des amis de la famille au sourire parfait. Tous regardèrent Matteo avec une curiosité polie, comme pour l'évaluer. Une femme au carré lisse et à l'accent délibérément raffiné s'approcha. « Tu dois être le petit ami de Léo, roucoula-t-elle. »« Je suppose que oui. » Elle haussa un sourcil. « Comme c'est charmant. »« Et dis-moi, mon cher, que font tes parents ?» Lorsqu'il répondit, « Ma mère vend des fruits au marché, et mon père est parti quand j'étais toute petite,
son expression vacilla avec inquiétude. Oh, comme c'est original, parvint-elle à dire, s'éloignant avec un sourire pincé. Tout au long du repas, Matteo hésitait à choisir chaque ustensile, craignant de trahir son ignorance des dîners formels. Léo se penchait de temps en temps, murmurant des conseils, cette fourchette est pour la salade. Ton verre de vin, n'oublie pas, tu ne peux boire que de l'eau mais utilise le plus petit, au centre. Garde une conversation légère avec tante Rebecca, elle a des opinions étranges sur les gens de milieu modeste. La poitrine de Matteo se serra. Devait-il rire de l'absurdité? Devait-il pleurer de l'humiliation? À mi-chemin, Esteban se leva, un verre en cristal levé bien haut. Famille, commença-t-il d'une voix vibrante, nous nous réunissons non seulement pour nous nourrir, mais pour un hommage extraordinaire. Un enfant au grand cœur, inconnu de nous, partageait sa maigre nourriture avec un autre, assis seul dans un parc public. Il ignorait qu'il se souciait de mon fils, le futur intendant de tout ce que vous voyez ici. Un silence retomba. Une telle générosité ne s'achète ni ne s'apprend dans aucune académie. Elle révèle l'essence de l'âme. Il se tourna vers Matteo. Nous vous honorons donc de notre plus profonde gratitude, et nous serons témoins de la portée de vos convictions dans le monde véritable, au-delà de ces murs. Le monde réel. Cette phrase fit l'effet d'une pierre dans le ventre de Matteo. Il regarda autour de lui tandis que les verres trinquaient, chacun célébrant sa gentillesse. Il se sentait plus petit que les couverts devant lui. Léo, quant à lui, rayonnait de gratitude sincère. Une fois le déjeuner terminé, Esteban s'approcha de lui à voix basse. Vous dînerez souvent avec nous, déclara-t-il. Non par courtoisie, mais par curiosité. J'ai l'intention d'observer si votre générosité perdure dans l'opulence. Nombreux sont ceux qui donnent sans enjeu, moins nombreux sont ceux qui donnent quand tout est à portée de main. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Matteo l'estomac noué. Il s'était lancé dans un jeu complexe qu'il comprenait à peine. À son insu, derrière des portes verrouillées et des caméras cachées, chaque geste était enregistré et décortiqué. Aux yeux de la tour, personne n'y entrait sans avoir été testé. Lundi matin à l'école, le monde semblait profondément transformé. Fini les images habituelles de tableaux noirs et de baskets. À la place, l'esprit de Matteo repassait des scènes de lustres en cristal, de fourchettes plus chères que son sac à dos, et murmurait des mots comme « héritage » et « investissement ». Alors que ses amis se pressaient autour d'eux à la récréation, Ivan désignait la berline noire rutilante qui attendait dehors. Où étais-tu samedi? À un pique-nique de milliardaires? Matteo esquiva la question avec un faible sourire, c'est compliqué. Ils haussèrent les épaules et se désintéressèrent, mais le fossé entre ces deux vies se creusa plus que jamais. Cet après-midi-là, alors qu'il espérait retrouver une vie normale, la voiture réapparut au bord de son immeuble. Sa mère, Clara, l'observa par la fenêtre et descendit précipitamment, l'inquiétude gravée sur le visage. Dans la cuisine, quelques minutes plus tard, il raconta tout, le garçon dans le parc, les menus en lettres d'or, le festin somptueux. Clara écouta en silence, les mains jointes, le regard perçant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » demanda-t-elle doucement. « Je n'étais pas sûre que ce soit vrai. Et je ne voulais pas que tu m'en empêches. » Elle expira lentement. « Promets-moi de rester vigilant. Observe. Et si ton instinct te tire la sonnette d'alarme, tu pars, sans poser de questions. » Il hocha la tête solennellement. Le soir même, la voiture noire revint. Cette fois, le chauffeur lui tendit une simple carte blanche, résidence principale. Vous êtes autorisé. À l'intérieur du manoir, ils contournèrent la grande entrée et le firent glisser dans un couloir sombre et sans fenêtre. Finalement, un garde le guida dans une pièce austère et vide, à l'exception d'une chaise et d'une caméra installée dans un coin. Matteo resta assis, le cœur battant, lorsque la porte s'ouvrit et qu'Esteban entra sans préambule. « Aujourd'hui, notre examen commence », déclara Esteban en fermant la porte derrière lui. « Je vais observer comment tu te comportes sans aide. Agiras-tu avec la même gentillesse que j'ai vue au parc, ou profiteras-tu de l'absence de directive? Ta réputation est en jeu. » Son ton était calme, mais il contenait une menace tacite, échouée, et la même porte le renverrait d'où il venait. Au cours de la semaine suivante, Matteo fut convoqué à 3 reprises, pour accompagner Léo à des cours particuliers dans une bibliothèque haute de plafond, pour déjeuner avec le personnel de la résidence où il dut à nouveau se confronter à l'étiquette, et pour examiner des documents avec l'assistant personnel de la tour. « Vous voulez lire ceci » avait demandé l'assistant en lui poussant une pile de papier. «
vous devez comprendre ce que vous signez. Bien que le texte fût indéchiffrable, Matteo refusa de prendre la plume. L'assistant acquiesça d'un hochement de tête approbateur. Bon réflexe. Un soir, alors que le crépuscule s'épaississait, Léo et Matteo étaient assis au bord de la piscine, dont les lumières scintillaient à la surface de l'eau. Léo lança un galet lisse qui ondulait en cercle concentrique. « Sais-tu pourquoi je me suis enfui la première fois » demanda doucement Matteo. Léo haussa les épaules. « Parce que je me sentais comme une expérience, qu'on attendait de moi qu'elle soit parfaite sur commande. Tout ici est magnifique, et pourtant chaque centimètre carré est surveillé, y compris ma chambre. » « Et moi » demanda Matteo. Le regard de Léo s'adoucit. « Avec toi, je me sentais simplement vu. Tu m'as offert un sandwich sans savoir qui j'étais. Ce genre de liberté, tu es le seul à me l'avoir donné. » Plus tard, ils emmenèrent Matteo dans une suite d'amis pour la nuit. La chambre sentait le linge frais, la cabine de douche était plus grande que la cuisine familiale, et un bouton discret appelait à l'aide d'une simple pression du doigt. Assis devant le miroir, il reconnut à peine le garçon qui le fixait, le gamin du quartier ou le protégé du millionnaire. Il s'allongea sur les draps frais, éteignit la lumière et, tandis que l'obscurité l'enveloppait, il entendit un léger clic. La porte s'ouvrit avec un claquement définitif qui semblait délibéré plutôt qu'accidentel. Pendant que Matteo dormait, inconscient de son confinement, Esteban surveillait les moindres mouvements du jeune garçon à travers une série d'écrans, murmurant entre ses dents, « Tout le monde veut quelque chose. Il suffit d'attendre. » Un léger bruit métallique rythmé tira Matteo de son sommeil non pas un cauchemar, mais un clic-clac persistant résonnant dans le couloir vide. Il se redressa brusquement, les yeux embrumés par le sommeil, et balança ses jambes par-dessus le bord du matelas. Le bruit pulsa de nouveau, comme une horloge. Il marcha pieds nus jusqu'à la porte, tourna la poignée et sentit la résistance froide d'une serrure. Son pouce accéléra. Était-ce le résultat d'un test complexe, ou de quelque chose de plus sinistre? Il ne cria pas à l'aide ni ne frappa le bois. Au lieu de cela, il observa la pièce avec un malaise croissant. Elle était impeccable, étrangement impeccable. Chaque détail trahissait un calcul précis, les draps étaient si serrés qu'on aurait pu les mesurer au pied à coulisses, les meubles formaient un angle droit parfait, même les oreillers étaient à une hauteur précise, comme s'ils avaient été placés à la règle. Il se retira vers le lit, le cœur battant, et quelques instants plus tard, la serrure se déverrouilla. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Carla, l'assistante impeccablement vêtue qui l'avait accueillie à l'école. « Bonjour, Matteo » dit-elle doucement avec un sourire serein. « Tu t'es bien reposé. » Il croisa les bras. « Tu m'as enfermé. »« Pour votre sécurité » répondit-elle avec un haussement d'épaules maîtrisé. La famille Tower ne laisse rien au hasard. Matteo ne dit rien de plus. Il ramassa son sac à dos et suivit Carla dans un couloir marbré menant à la grande salle à manger du manoir. La scène était cinématographique, de délicates assiettes en porcelaine disposées tel un motif floral, des rangées de fraises charnues luisant dans la douce lumière matinale, des coupes en cristal réfractant la lueur du lustre. Au bout de la longue table était assis Esteban de la Torre, absorbé par son journal, une tasse de café noir immaculé à ses côtés. Il ne leva pas les yeux. Léo, assis à côté de lui adressa un sourire las. « Bonjour. Tu dors bien ?» Matteo resta assis sans répondre. « Ils m'ont enfermé. » Léo baissa les yeux vers son assiette. « Mon père fait ça aussi, il dit que c'est le protocole. Il m'enfermait quand j'étais petit, quand il pensait que j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Il haussa les épaules, une pointe d'innocence teintée de résignation. Matteo ressentit un étrange mélange de pitié et de dégoût. Leur silence persista jusqu'à ce que la voix d'Esteban le brise comme une lame. « Pas de cours particulier aujourd'hui, Léo. Pas de promenade dans les jardins, pas de jeu. Je te veux avec Matteo dans le salon privé cet après-midi. » La fourchette de Léo se figea en plein vol. « La chambre privée ?» Esteban plia le papier. « Il est temps que tu vois la situation dans son ensemble, pas seulement le vernis poli. » Matteo déglutit. Plus tard, Léo le conduisit dans l'allée du manoir, l'atmosphère devenant plus pesante à chaque pas. « Maman déteste cet endroit », confia Léo à voix basse. Elle dit que les plus grosses erreurs ont été commises ici. C'est ici que se prennent les vraies décisions, loin des caméras. Ils poussèrent une porte et entrèrent dans un espace qui ne ressemblait à aucun salon, une fusion froide entre bureau et musée. Des dossiers classifiés s'alignaient sur d'imposantes étagères,
des écrans de surveillance brillaient dans une faible lumière, et au centre se dressait une immense table en marbre noir. Un mur entier était tapissé de photographies encadrées des membres de la famille Tower, leurs visages figés dans le temps. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda Matteo, sa voix résonnant. « Mon histoire » répondit Léo. Il tapota un clavier et une vidéo apparut, une caméra cachée filmant le parc où Matteo lui avait donné un morceau de pain. Matteo se regardait, jeune et sincère, offrir sa gentillesse à un garçon en haillons assis devant lui, visiblement prisonnier du luxe plutôt que de la pauvreté. « Où ont-ils eu ça » murmura-t-il. Le flux secret d'un garde du corps. Je ne savais même pas que quelqu'un me suivait avant de m'enfuir. Papa a immédiatement récupéré la cassette. Léo prit une expression distante. Quand il a vu ça, il ne m'a pas puni. Il est devenu obsédé par toi. Pourquoi, insista Matteo. Tu as fait quelque chose qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pouvait acheter, tu m'as fait confiance sans calcul. Matteo frissonna. Et maintenant? Je participe simplement à une expérience? Léo hésita. Je crois que oui. Son regard se porta sur un cadre doré encastré dans le mur, un portrait de famille. Parmi les visages souriants se tenait une femme qui lui semblait étrangement familière. Qui est-elle? C'est tante Elisa, dit doucement Léo. Matteo fixa la photo. Il connaissait ce visage, même la douce courbe de son sourire ou de son propre passé. Mais elle est censée être morte. Les yeux de Léo s'assombrirent. On a dit que c'était un accident quand j'avais 3 ans. Plus personne ne parle d'elle. Le poids des secrets non dits pesait sur eux. Des pas se rapprochèrent et la porte s'ouvrit. Esteban entra, l'air impénétrable. « Tout va bien » demanda-t-il. « Oui, papa » répondit rapidement Léo. « Parfait, Matteo » continua Esteban d'une voix calme. « J'espère que tu te sentiras bien ici, car j'ai bien l'intention de te revoir souvent. » Le cœur de Matteo se serra. Pourquoi? Le sourire d'Esteban était dénué de chaleur. Quand on repère une pièce qui ne va pas, on a 2 choix, la casser ou l'examiner. Il se retourna et les laissa dans la pénombre. Cette nuit-là, le sommeil trompa Matteo. Sa suite d'amis était toujours aussi impeccable, des draps impeccablement repassés, un oreiller aussi lisse que du marbre, une lampe dont l'intensité s'atténuait sous un léger murmure de pression. Pourtant, le silence de la pièce était étouffant, comme si les murs eux-mêmes observaient sa respiration. L'image de tante Elisa hantait ses pensées. Comment une femme morte depuis des années pouvait-elle réapparaître dans sa mémoire? Rien ne collait. Le lendemain matin, Carla l'escorta dans un couloir blanc et stérile aux pas d'œuvres d'art, pas de fenêtres, seulement des portes métalliques étincelantes. « Où sommes-nous » demanda-t-il. « L'aile médicale privée » répondit-elle. Léo vient ici pour ses examens, tests psychologiques, thérapie, tests de QI. Tout est ordonné par son père. Matteo se figea. Il lui fait ça depuis qu'il a 4 ans. Carla s'arrêta devant une porte blindée. Ils ne lui font confiance, ni à personne. À l'intérieur, Léo était assis, sanglé sur une chaise, des électrodes fixées au cuir chevelu, sous l'observation d'une clinicienne derrière une vitre. À la vue de Matteo, le visage de Léo s'illumina et la technicienne le congédia aussitôt. Léo retira les capteurs et se précipita. « Je ne pensais pas qu'il te laisserait entrer. »« Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda Matteo, la voix horrifiée. « On dit que je suis spécial, que je dois résister à la pression, résoudre les problèmes instantanément, devenir le miroir de mon père. Si j'échoue, je ne vaux rien. »« Tu n'es pas sans valeur » dit Matteo d'une voix ferme. Léo haussa les épaules, le regard hanté. « Pour eux, je le suis, jusqu'à preuve du contraire. » Ils étaient assis côte à côte sur le sol capitonné. Léo sortit un mot froissé de sa poche. « Soyez prudents. Tous les ennemis ne rôdent pas dehors. Quelqu'un est trop proche. Et Matteo, tu n'es pas là juste pour Léo. » Les doigts de Matteo se crispèrent sur le papier. « Qui a écrit ça ?» Léo secoua la tête. « Aucune idée. Carla semble parfois protectrice, mais elle obéit toujours aux ordres. Il y a au moins une personne en elle qui ne tolérera pas ça. » Cet après-midi-là, Matteo fut convoqué dans le bureau privé d'Esteban. La porte se referma derrière lui sans le saluer. Esteban fit un geste vers un écran où l'on voyait Matteo se baisser pour ramasser un billet d'$1 dans le couloir. « Qui t'a appris à mentir » demanda Esteban froidement. Matteo hésita.
Je ne l'ai pas volé, je pensais que c'était un déchet. Sur l'enregistrement, Matteo murmure, avec ça, je pourrais acheter du pain pour une semaine. Esteban mit la vidéo sur pause et le fixa d'un regard d'acier. Et toi, qu'as-tu fait? Matteo déglutit. Je l'ai laissé sur la table. Un sourire lent et menaçant se dessina sur les lèvres d'Esteban. Il savait que tu dirais ça. Ça faisait partie du test. Matteo sentit ce nœud familier se serrer dans sa poitrine, la peur. Chaque instant de cette épreuve était un examen attentif et une expérience, et des yeux invisibles l'enregistraient. Debout là, totalement exposé, il réalisa qu'il n'était plus un simple invité, il était la variable. Et dans le manoir de la tour, les variables étaient censées être contrôlées.